Bonjour, allons-y, c'est parti pour cette revue de psychologie positive du 24 août 2023. Je baisse un peu la musique et on va être parti pour une petite heure à regarder un petit peu ce qui est sorti en termes de publications sur la psychologie positive et la psychologie de manière un peu plus large. Et je vais tout de suite mettre la caméra. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, ne perdons pas de temps. Allons-y directement. Hop. Je me rends compte que j'ai viré le raccourci pour la scène sur mon Stream Deck. C'est pas très grave. Il va falloir que je refasse tout ça un de ces quatre. Allons-y, hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous baisser encore un peu la musique pour que ça soit... Voilà. Une musique de fond et pas plus. Voilà. Alors, je vous ouvre tout ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs articles ce matin. On va en avoir normalement 4. 4 à traiter. J'en avais un cinquième, mais il est pas très intéressant, en tout cas, pas comme ça dans, dans un live. Voilà, un article sur l'émerveillement, mais qui est plutôt un article théorique sur qu'est-ce qu'on met dans l'émerveillement, etc. Je pense que je vais. On va pas le faire, ce sera beaucoup plus simple. Mais donc, on a 4 articles. Un premier sur la respiration et la mémoire, intéressant. Un deuxième sur le self-control et ses excès, si on peut le dire comme ça. Un troisième, toujours dans le côté imagerie, intelligence artificielle, imagerie cérébrale, intelligence artificielle, on va voir, c'est assez intéressant. Et puis un dernier article sur la solitude et le lien avec le fait de passer du temps avec des gens. Pareil, lien qui n'est pas si évident que ça. Voilà pour les 4 articles qu'on va traiter aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite. Avec la mémoire. Alors, que nous dit, hop, j'enlève le pop-up, que nous dit cet article sur la mémoire, donc qui se base sur une étude, alors disclaimer tout de suite, une étude qui a été publiée dans Nature Communications, donc voilà, hein, qui s'appelle les dynamiques d'ensemble de l'hippocampe et la performance de mémoire sont modulées, sont régulées par la respiration pendant l'encodage. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça nous donne comme info? Bon, déjà, encore une fois, hein, c'est des études chez la souris. Donc il faut toujours rester prudent quand on a des études chez la souris ou chez l'animal. La transposition à l'homme n'est pas nécessairement, et rarement d'ailleurs, du 100%. C'est-à-dire que quand on passe de l'un à l'autre, il y a souvent des modifications, souvent des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui ne sont pas tout à fait pareilles. Et voilà, faut bien l'avoir en tête. Donc là, ce qui ressort de cet article de recherche, et ce qui est résumé dans ce papier-là, c'est que la manière dont on respire, et donc notamment les réseaux de neurones liés à la respiration, ont un effet sur notre... Alors la respiration a un effet sur notre vie mentale, notre vie cognitive, en fonction du fait qu'on manque ou pas d'oxygène, qu'on respire vite ou qu'on respire lentement, mais surtout, ça aura un effet sur la mémoire. Donc globalement, l'effet de la respiration, pendant le sommeil par exemple, on sait que la respiration coordonne l'activité des hippocampes. Donc les hippocampes sont de chaque côté du cerveau deux structures qui sont à l'intérieur, dans les zones un peu centrales du cerveau, qui sont des structures qui y a chez tous les mammifères et qui ont un rôle dans la mémoire à court terme, c'est-à-dire je crois de mémoire, jusqu'à 2 ans. Jusqu'à les souvenirs des deux dernières années sont en partie stockés dans les hippocampes. Ça passe d'abord par les hippocampes
avant d'être stocké dans le reste du cerveau, d'être intégré dans le reste du cerveau, et notamment, ça se fait ce transfert pendant le sommeil. La consolidation de la mémoire, c'est lié aux hippocampes. Et donc, la respiration, elle coordonne l'activité de ces structures, et donc elle joue un rôle dans la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Et là, l'étude, l'idée c'était d'aller plus loin, de voir est-ce que pendant qu'on on est en train d'essayer d'encoder des choses, donc on est en train d'essayer de mémoriser, pendant qu'on mémorise, vraiment au moment où les choses se font, est-ce que la respiration va avoir un impact? Bon. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une méthode qui permet de stimuler directement des zones du cerveau qui sont responsables de la régulation de la respiration. Et ils ont comme ça induit des apnées intermittentes pendant une phase d'exploration et d'encodage d'un objet en fait. Exploration d'objets et encodage. Donc les souris découvrent un truc, elles découvrent de nouveaux objets, etc. Elles mémorisent du coup leurs expériences. Et pendant cette phase-là, on avait plusieurs groupes de... donc c'est toujours des souris génétiquement modifiées qui sont toutes identiques. Hein, et on regarde, en fait, quand on perturbe ce rythme, on met des apnées et quand on laisse les choses se faire de manière normale. Et ce qu'ils ont pu trouver, ces chercheurs, c'est que certaines composantes de l'activité respiratoire centrale, comme la fréquence respiratoire, la fréquence, c'est la vitesse à laquelle on respire, hein, pendant l'encodage mnésique, eh bien, la modification de cette fréquence, ça contribue de manière substantielle à l'activité des hippocampes et à l'encodage de la mémoire, et à la performance de la mémoire. Donc en gros, si vous respirez, si vous faites des petites apnées, si vous respirez moins bien, vous allez moins bien mémoriser. Voilà. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement, en altérant le rythme et la fréquence de respiration, on pourrait peut-être potentiellement, et encore une fois, transfert entre la souris et l'homme, hein, il faut faire très attention, mais on pourrait manipuler certaines facultés mentales et notamment la mémoire. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans des... C'est là où ils se permettent aussi de faire le lien, c'est que c'est ce qu'on retrouve dans certaines techniques de méditation, certaines techniques spirituelles, etc., liées à... où on se base beaucoup sur la respiration, ou de certaines techniques de transe hein, dans certaines pratiques culturelles et religieuses, c'est pas mal basé aussi sur la respiration, sur le rythme cardiaque et la respiration. Et ça altère les facultés cognitives, ça peut provoquer des hallucinations, et là ça peut aussi altérer la mémoire, etc. Donc c'est intéressant parce que en fait la connexion, on voit qu'elle n'est pas déconnante. Si on fait une hypothèse en tant que chercheur, on se dit bon bah ok, chez la souris, on voit en manipulant directement le cerveau que quand on fait des micro-apnées, ça a un impact mesurable et significatif sur l'encodage de la mémoire. On a des expériences chez l'homme beaucoup moins contrôlées, beaucoup plus macro, mais où on voit que certaines pratiques rituelles, notamment, ou de méditation, qui manipulent la respiration, ont aussi un impact sur la perception du monde, la cognition, etc. Donc, c'est pas le gap entre les deux est pas impossible à combler. Il faudrait tester, bien sûr, mais voilà. Donc là, c'est ce qui est dit aussi un petit peu dans la fin de l'article, hein, c'est que si on pouvait faire des expériences un peu plus poussées sur la respiration chez l'homme en lien avec la mémoire, notamment avec ces pratiques-là, et qu'on arrivait à isoler le fonctionnement et ce qui marche le plus, etc., en testant, donc là c'est ouverture vers d'autres expériences, hein, évidemment, eh bien on pourrait se dire, ok, on va faire tel ou tel exercice pour améliorer la mémorisation de certaines choses. Quand on a envie de mémoriser, de bien retenir une scène, est-ce qu'il ne faudrait pas respirer de telle manière ou de telle manière? Voilà. Ça, c'est des choses, des perspectives de recherche qui sont ouvertes par cette première étude chez l'animal et qui pourraient être intéressantes. Donc voilà un peu pour ce premier article. C'est plus une piste de réflexion, une base, hein. Euh, mais, excusez-moi, je regardais en même temps notre
le retour, voilà, on est sur quelque chose qui est pas déconnant. On voit directement que ça pourrait avoir un impact si on travaillait sur la respiration comme ça chez l'homme. Voilà, voilà. Alors, on va passer au deuxième article. Tac. On va passer directement au deuxième article. Et on va regarder ce que ça donne. Pardon, je suis en train de, en même temps, de faire des réglages un peu sur OBS. Donc, deuxième article, le self-control. Deuxième article sur le self-control. Qu'est-ce que ça donne le self-control? Est-ce que c'est toujours si bien que ça? Est-ce que c'est toujours quelque chose de positif? Ou alors, est-ce que, au contraire, ce serait quelque chose de pas forcément très pertinent dans certaines situations? Est-ce que parfois on n'aurait pas plutôt intérêt à faire preuve d'un peu moins de self-control pour se sentir mieux, pour que ça se passe mieux en fait au quotidien et que voilà quoi, et qu'on avance. Bon. Alors, euh, donc, évidemment, au quotidien, quand on est perturbé, tiens, par exemple par le téléphone, par d'autres choses, par des notifications, ou par un environnement hyper stimulant, par des infos qui arrivent de partout, on se dit, ok, très bien, j'ai ça dans tous les sens, il faut que j'arrive à me contrôler, à me réguler pour me focaliser sur mes objectifs. Donc en ça, le self-control, évidemment, c'est pas quelque chose d'inutile, c'est pas quelque chose de déconnant, c'est pas quelque chose qui ne sert à rien. Je sais pas pourquoi je suis désolé, j'ai des problèmes de baisse ce matin. Voilà. Donc on se dit, ok, bien sûr que le self-control c'est utile, bien sûr qu'il faut en avoir, évidemment. Mais dans certaines situations, euh, hormis le fait de gérer les distractions, d'arriver à se focaliser sur les objectifs, en fait le self-control pourrait avoir des conséquences très négatives euh, pour les gens qui se retiennent toujours d'être spontanés, qui sont vachement dans le contrôle. En fait, alors, on va voir un peu en détail, mais là encore une fois, c'est pas déconnant puisque c'est toujours pareil. Hein, n'importe quelle dimension positive, si elle devient excessive, eh bien, ça devient quelque chose qui a des conséquences négatives. Si vous avez des émotions positives, c'est vachement bien. Les émotions positives, c'est super. Se sentir joyeux, plein d'énergie, ou alors au contraire serein, calme et tout ça, c'est des super émotions. Les émotions positives ont plein de conséquences positives, c'est génial. Ok. Maintenant, si vous êtes tout le temps dans le positif, vous avez un petit problème. Si vous n'avez jamais d'émotions négatives, vous êtes dans un délire en fait. Il y a un problème. Donc il faut pas tomber dans un excès. Après, en fonction de la dimension, le curseur de l'excès, il peut être plus ou moins éloigné on va dire, du point médian. Mais voilà, il y a quand même toujours ce risque-là. Et c'est pour ça que quand on est sur des réflexions, sur des activités, des leviers positifs, des choses qui sont positives, des dimensions qu'il faut cultiver, etc., c'est toujours dans un certain, avec un certain équilibre. Hein. C'est pas très fun à dire, mais l'excès permanent, c'est jamais très bon, quel que soit le domaine. Alors, premièrement, le self-control pourrait être une cause d'agressivité et d'agression. Ah, entendons-nous bien. Donc ça, c'est un article qui a été publié récemment. Alors, dans les dernières années, il me semble que c'est un article de 2022, mais je sais plus, je vais consulter, mais bon, quand ça aura décidé de charger. Euh, on a des gens donc qui vont s'engager dans des programmes de self-control quand ils ont du mal à gérer leur colère, par exemple, leur agressivité. Et des gens qui sont obligés d'ailleurs de rejoindre des programmes comme ça par
avec des dispositifs légaux, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont obligés par la loi, parce qu'il y a un procès, parce qu'il y a un truc, etc. Bon, la méta-analyse dont il parle ici, à laquelle ils font référence, elle a regardé, donc une méta-analyse, ça prend plusieurs études, un certain nombre d'études par rapport à une thématique, ça compare les protocoles, etc., pour essayer de prendre des choses qui sont comparables entre elles, et on refait une analyse, avec un modèle mathématique, etc., on refait une analyse pour voir un peu globalement ce que toutes ces études nous ont appris sur le sujet qu'on veut traiter dans la méta-analyse. Eh bien, ce que ça a montré, c'est que augmenter le self-control n'était pas une option viable pour réduire les comportements agressifs. Voire les comportements agressifs seraient le produit d'un self-control qui fonctionne. Donc c'est cette étude-là, l'agression comme du self-control qui fonctionne, l'étude de 2023. Donc oui, c'est juillet en plus, ça c'est assez récent. En fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'au niveau du cerveau, l'agression, les comportements agressifs, ça allumait le cortex préfrontal qui est aussi le lieu, donc les lobes ici, les frontaux, hein, enfin c'est en dessous, mais qui sont aussi le siège des systèmes qui régulent nos comportements. En fait, le siège du self-control, tout simplement, d'autorégulation. Et alors, ce qu'ils nous disent là, c'est que effectivement, les gens qui sont agressifs et très agressifs sont aussi des gens qui ont des tendances psychopathiques. C'est-à-dire, ça peut être des gens qui sont très méticuleux, qui planifient, etc. C'est-à-dire, je peux être ultra violent. C'est un peu si je simplifie, c'est un peu le truc du tueur en série. Je planifie mes trucs d'une violence incroyable, mais je suis dans le contrôle. Je planifie tous les trucs, je contrôle tous les trucs, etc. Donc en fait, le fait de dire que le manque de self-control explique la violence, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que vous vous contrôlez pas que vous êtes violent en fait. Et c'est pas juste en augmentant le self-control qu'on est plus violent du tout et que tout va bien. Le self-control, c'est un outil, évidemment, pour gérer certaines choses, les distractions, le fait de se recentrer sur un objectif. Mais parfois, il faut un peu lâcher la bride, lâcher du lest. C'est-à-dire que dans certaines situations, il ne faut pas inhiber les choses, il ne faut pas les contrôler, il ne faut pas les reporter, parce que ça risque d'avoir des conséquences de comportements encore plus agressifs après. Donc parfois, il faut aussi, c'est toute la question de la colère, et en fait, c'est quand on y réfléchit 2 secondes, c'est assez logique, c'est toute l'histoire de la colère, c'est-à-dire que quand vous êtes en colère, vous allez... si vous gardez ça en vous pendant des jours, des semaines, des mois, à un moment donné, vous risquez de péter un câble. Et c'est pas bon. Et vous aurez eu un super self-control jusqu'à un moment critique où ça aura lâché. Alors que si on laisse quand même s'exprimer les choses et qu'on est spontané, au moins on sort le truc du système. Alors après, c'est la manière dont on l'exprime, on peut faire ça intelligemment, on peut essayer d'être équilibré aussi un petit peu, même un peu déséquilibré dans sa réponse, c'est-à-dire on n'est pas censé non plus tout le temps être parfaitement neutre à l'écoute, compréhensif, etc. C'est pas toujours c'est pas toujours à vous d'être celui qui est au-dessus de la mêlée, qui comprend tout, etc. Donc il faut aussi respecter ses propres émotions, respecter ses propres réactions, de manière intelligente, c'est-à-dire en se mettant pas dans des situations contre-productives à moyen long terme et qui ne soient pas non plus dégradantes de manière excessive, extrême pour les autres. Mais voilà, c'est important de pouvoir gérer en fait ce self-control et de mettre le curseur au bon endroit. Ensuite, on a une deuxième chose, et je vais aller mettre le ventilateur parce que j'ai trop chaud déjà. Le self-control peut mener à une prise de décision suboptimale. Le fameux côté suboptimal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois qu'on met en place du self-control, c'est-à-dire qu'on inhibe une réponse spontanée en fait,
on choisit l'objectif à long terme, la gratification à long terme, plutôt que la récompense à court terme. Et là, bon, c'est toute la question de la... Est-ce que la volonté, c'est quelque chose qui s'épuise ou pas? À chaque fois qu'on met en place du self-control, en fait, il y a plein d'études qui ont montré ça, c'est que quand on mettait en place beaucoup de self-control juste avant une tâche où il fallait résister par exemple à une tentation alimentaire, choisir ces fameux les cookies versus les radis, hein, ou l'étude des marshmallows aussi, c'est la notion de j'ai fait des efforts pour me contrôler, pour inhiber les comportements, pour pas céder à la tentation, et derrière on me remet une tentation, je vais plus facilement y céder. Alors ça c'est tout ce qui a permis à l'origine de se dire que la volonté c'était une ressource qui s'épuisait au fur et à mesure de la journée, mais depuis on a montré avec de nombreuses études qu'en fait on pouvait très facilement renouveler la volonté avec des démarches plutôt de reconcentration, de rappel des objectifs. En fait, on peut avoir des éléments qui nous font retrouver de la volonté et retrouver de la motivation pour se contrôler. Donc, en fait, c'est vrai, mais ça peut être contourné. En fait, c'est pas forcément que la volonté s'épuise et qu'on a un stock qui s'épuise au fur et à mesure de la journée, mais on peut avoir une fatigue si on enchaîne les trucs où on doit se contrôler. On peut avoir une fatigue, mais ça peut se renouveler avec quelques techniques. Donc en fait, c'est pas un stock, il n'y a pas un vrai stock énergétique qui s'épuise. C'est plutôt quelque chose qui est en fait de l'ordre de, euh, on va dire, d'un petit épuisement en fait, d'une petite usure qui se met en place, mais qui est pas, qui est très facile à, on remet on remet un coup d'huile et puis c'est reparti en fait. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais en gros voilà. Vous cherchez self-control sur se réaliser, vous avez aussi des articles consacrés à ce sujet-là et à la volonté. Et vous allez enfin voilà, c'est où j'explique tout ça, un peu les expériences à l'origine. Dans mon livre, j'en parle aussi un petit peu. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse. Donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, en fait, si on utilise trop son self-control, après, on prend des mauvaises décisions parce qu'en fait, on cède à la tentation. Même chose, une autre étude qui montre que les juges qui, enfin que les juges sont plus susceptibles de, euh, alors c'était une étude aux États-Unis, je crois, oui c'est ça. Attendez, on va vérifier. Je suis pas sûr que c'est aux États-Unis, mais les juges avaient plus tendance à accorder la liberté conditionnelle, hein, parole c'est ça, donc accorder la liberté conditionnelle en début de journée qu'en fin de journée où ils avaient déjà pris plein de décisions. Donc en fait, ils sont plus cléments en début de journée, ils sont plus compréhensifs, ils sont plus à l'écoute qu'en milieu, fin de journée, où en fait, au bout d'un moment, on expédie parce qu'on est fatigué de prendre des décisions. C'est ça. Et Authors and Affiliations, comme ça on va voir tout de suite. Oui, oui, oui. Ok. Eh ben, je ne sais pas de quelle université ils sont. C'est édité par Kalman, donc je pense que c'est quand même une étude américaine. Voilà, donc deux choses importantes. En fait, l'excès de self-control, ça peut être très présent chez les gens très violents, en fait, qui peuvent être dans un contrôle extrême. Et trop de self-control pour des choses pas importantes, si on ne sait pas renouveler sa volonté, si on n'a pas les leviers pour le faire, ça amène un peu plus tard dans la journée à de la mauvaise prise de décision. Donc, il faut bien choisir ses combats. C'est un outil, hein, c'est ce que dit l'auteur ici, hein. C'est hyper important pour atteindre des objectifs, pour réguler ses comportements, pour éviter d'être perturbé. Mais encore une fois, tout se retrouve dans. Enfin, l'important c'est que ce soit équilibré. Voilà. Et c'est quand c'est équilibré qu'on arrive pleinement à exploiter cette dimension et à en tirer parti. Et parfois, ne pas s'en faire, ne pas se poser de questions, ne pas être dans le contrôle et être spontané, ça a aussi plein d'avantages. Le truc, c'est d'être stratégique avec tout ça et de réussir à capter à quel moment c'est plus intéressant. Voilà pour ce deuxième article. C'est bien, c'est qu'au fur et à mesure, je suis de plus en plus efficace avec les articles. Alors, pas c'est des articles courts, mais
Et là, on passe à un sujet qui n'a rien à voir, mais qui est intéressant. Il y a quelques revues de psychologie positive, il y a quelques semaines de ça, je vous avais parlé d'études qui étaient sorties sur l'imagerie cérébrale, où on arrivait à reconstruire bien mieux qu'avant des photos à partir de scans de cerveau grâce à l'intelligence artificielle. En gros, vous avez des gens qui sont dans un IRM fonctionnel, donc on mesure, dans un IRM, et en fait on fait de l'IRMF, c'est-à-dire qu'on regarde l'activité du cerveau, notamment dans les zones, là en l'occurrence c'était dans l'étude dont je parle, là c'était les zones visuelles, donc au niveau des lobes occipitaux à l'arrière du cerveau. On leur montre une image en même temps sur un écran, ils sont allongés, ils voient l'image, et on a donc les mesures de tous ces patients-là au moment où ils voient l'image. On en fait, je ne sais plus combien de patients il y avait, bref. On passe tout ça à la moulinette d'une intelligence artificielle qui a été entraînée avec des images pour les reconstituer, et donc qui est capable de regarder en fonction de l'activité du cerveau à quelle image ça correspond. Enfin, pas à quelle image ça correspond, elle est capable de recréer une image. Parce qu'en fait, dans les zones du cerveau, on a, dans les zones liées à la vision, on a des zones qui sont consacrées aux traits horizontaux, aux traits verticaux, à la couleur, etc. Bon, plus on avance, plus c'est un peu complexe parce que c'est de la mise en relation de zones de neurones, pour faire simple, qui vont faire émerger des caractéristiques en plus. Mais en gros, c'était assez poussé et ça devenait assez proche, vraiment, et assez facile à distinguer ce qui avait été recréé par l'imagerie cérébrale par rapport à la vraie photo. Avant, c'était un peu quelques études en arrière, c'était pas très très précis. Là, ça devient quand même assez impressionnant. Alors, ça a plein d'applications potentielles pour notamment pour la gestion du handicap, pour la communication, l'interface homme-machine. Il y a plein d'applications qu'on peut imaginer, notamment aussi pour les gens qui ont une lésion cérébrale. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer. Et là, on a une étude qui a un peu fait la même chose, mais avec l'audio, avec les zones auditives, avec la musique. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'évidemment, on est encore dans les prémices du truc, parce que les IA n'arrivent pas, chaque cerveau est différent, c'est complexe, hein, il faut l'entraîner, il faut qu'elle arrive en fonction du cerveau qu'elle va avoir, elle est entraînée par rapport à ces cerveaux-là, mais il va falloir qu'après elle puisse généraliser, enfin c'est assez compliqué. Donc on n'en est pas encore à des trucs de fou. Mais je vais vous faire écouter ce qu'ils ont réussi à reconstituer. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est une étude où on a eu 29 personnes. On leur a fait écouter Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Plus précisément, c'est Another Brick in the Wall Part 1. Et c'est des personnes, alors là aussi, c'est pas à l'IRMF, c'est directement des gens qui se font opérer qui ont des troubles épileptiques, où il y a une zone du cerveau très précise qui a été identifiée comme foyer des crises d'épilepsie. Et donc ces gens-là se font opérer pour enlever cette zone. Et quand on fait une opération comme ça, c'est vraiment quand les crises d'épilepsie sont dangereuses, en fait, où à chaque crise, la personne risque d'y passer, en fait, et où on a vraiment identifié on va dire le siège, le lieu qui générait les crises. En fait, on va donc faire on va enlever ce petit bout de cerveau, mais du coup, on ouvre la boîte crânienne, hop, on met plein d'électrodes partout, parce qu'en fait, on stimule les zones en même temps pour voir si on n'enlève pas un truc hyper important à côté. Voilà. Donc, ils ont fait ça pas avec de l'imagerie cette fois, mais directement avec des électrodes sur le cerveau. Je vous rappelle que le cerveau n'a pas de sensation. Si vous ouvrez votre boîte crânienne et que vous enfoncez le doigt comme ça dans un cerveau, c'est horrible. La personne, elle sentira rien. Par contre, elle va avoir des problèmes probablement de cognition et de voilà. Mais on sent rien en fait. On n'a pas de terminaison nerveuse dans le cerveau. On n'a pas de terminaison nerveuse dans le sens où on n'a pas de capteur de pression, de chaleur, de douleur, etc. Bref. Donc des personnes qui se font opérer, 29 personnes, et à chaque fois on reproduit l'expérience. Pardon.
Et donc là, il reparle de l'étude qui a été faite avec la vision. Et donc ils se sont basés sur ce qui avait déjà été fait un peu sur la reconstruction de l'analyse des ondes de parole dans le cerveau. Et là, ils voulaient voir avec de la musique. Musique et parole. Hein. Donc il y a des milliers d'électrodes qui sont mis sur le cerveau des participants, directement sur le cerveau, pendant qu'ils écoutent une chanson des Pink Floyd, donc Another Brick in the Wall Part 1. Ils écoutent cette chanson-là pendant qu'on fait la chirurgie et en fait, on enregistre leur activité. Voilà, c'est un truc passif, on leur demande rien, on enregistre l'activité. Le but ensuite, c'est que le modèle d'IA, il va essayer de reconstruire ce qui a été entendu à partir du schéma d'activation du cerveau. Voilà, pour estimer le son qui a été produit. Alors, et donc là, pour l'instant, c'était plutôt quand même focalisé sur la musique, mais les auteurs espèrent pouvoir reproduire ça aussi avec la parole directement et affiner les choses pour qu'on puisse faire ça avec la parole aussi après. Donc c'est vraiment les débuts. Alors je vais reprendre l'étude, elle est, je ne sais plus où est-ce qu'il la cite, pour vous faire écouter un petit peu vous faire écouter un petit peu ce qui a été entendu. Ah, je vois ça. Alors que, tac, ça c'était je crois que c'est, voilà. C'est l'étude, c'est l'étude que j'avais traitée de Scientific American. L'intelligence artificielle peut recréer ce que vous voyez d'un scan du cerveau. Donc ça, allez voir si ça vous intéresse cet article-là. Vous avez dedans le lien vers l'article justement scientifique où vous avez les images. Je vais vous remontrer vite fait quand même. On a le temps ce matin de regarder ça. Alors attendez, il faut juste que je retrouve. Voilà, les images peuvent être trouvées sur le site des chercheurs. Voilà. Et donc vous voyez, en fait c'est ça. Dans l'étude qui avait été faite avec les images, vous avez les images présentées, et là les images, je vous montre quand même, reconstruites par l'IA. Donc vous voyez qu'on est, alors vous allez dire oui la résolution est dégueu, etc. Mais on dirait un peu des images, vous savez, d'IA générative au début, quand ça commençait, que c'était un peu foireux. Vous demandiez une église, et voilà, ça fait un truc tout trouble. Et bien là c'est un peu pareil, vous voyez on voit quand même, hein, vous voyez quand même, c'est assez, moi je trouve ça assez ouf. Et en termes de promesses, alors avant, voilà, enfin après on a des comparaisons, mais voilà, vous avez vraiment tout le truc. Hein. Vous avez vraiment tout le truc. Si on, je sais pas à quel point on voit les images là. Ah, voilà, c'est ça. Vous avez vraiment tout le truc. Vous voyez hein, le chien, etc. Vous avez des, c'est quand même assez proche. C'est quand même assez proche et c'est quand même reconnaissable. Donc c'est assez ouf là où ça en est aujourd'hui. Alors après, c'est régénéré avec Stable Diffusion, etc. C'est ce qui montre là. Mais... Bref, donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans une précédente revue de psychologie positive. On peut reconstruire des images. C'est pas encore parfait, bien sûr, mais c'est quand même assez ouf. Faut dire que c'est juste avec un scan du cerveau, quoi. Là, on a des électrodes en direct. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Voilà, pardon, là, je n'étais pas sur le bon article. Voilà. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, d'ailleurs, j'en profite, je coupe la musique. Je crois qu'on a déjà plus de musique, que c'était fini. Oui, c'est ça. Donc, très bien. Alors, que je vous retrouve les extraits. Je crois qu'ils sont en fin d'article. On y va, on y va. Ah, ça s'est pas chargé complètement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, tac, tac. Je sais que c'est quelque part par ici. Je me souviens de l'avoir fait hier. Alors, pourquoi est-ce qu'il me charge... Si, alors évidemment, s'il me charge pas les... Je pense que j'ai pas accepté les cookies. Et forcément, ça marche pas.
Est-ce que c'est bon là? Est-ce que ça m'a l'air bon? On va y arriver, on va y arriver. Je sais que, je sais que ça y... Ah, voilà, c'est ça. Je crois que c'est là-dedans. Voilà. Donc ça, alors pour... ils ont transformé en fait le son de base pour, pour l'algorithme hein, de base et pour faire passer le son. Ça, c'est le son de base. Attention, DMCA. Ça, c'est le son de base modifié, etc. Je vous passe le truc, pourquoi les modifications et tout. Et ensuite, on a... alors, le plus intéressant, c'est ce qu'on... Alors, là, on a des trucs qui sont... Il y a plusieurs modèles qui ont été testés. Et les premiers de mémoire, ils sont pas fous. Alors, c'est encore assez flou, hein, vous voyez, c'est un peu comme les images. On a quelque chose... Voilà, on a quelque chose d'assez flou. Je crois qu'un des meilleurs, ça va être celui-là. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu... c'est très approximatif, c'est encore flou, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une des premières études qui fait ça, et que, en fait, on part d'activité électrique du cerveau. Et on arrive à ça. C'est-à-dire c'est quand même assez fou de pouvoir se dire que on est dans les premières études, on a vu avec l'image, là on voit avec le son, qui arrive, je simplifie un peu, mais assez littéralement, à lire dans le cerveau. Alors sur des choses très sensorielles, et c'est pour ça que le délire de se dire, on va dire dans les pensées, on en est très loin. Et là, c'est la question qui pose après, c'est est-ce qu'on pourrait le faire aussi pour la parole? Est-ce qu'on pourrait le faire pour le discours internalisé? On demande à une personne de parler dans sa tête et de mesurer, est-ce qu'on arriverait aussi à reconstituer? Vous voyez, les textes sont assez flous. Là, en plus, il y a de la musique, donc c'est des zones du cerveau qui sont proches, mais qui sont différentes entre la musique et la parole. Donc, en gros, là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se dit, on est dans les premières phases, et grâce à l'intelligence artificielle aussi, où on va commencer à pouvoir avoir une vraie connectivité, une vraie interaction, une vraie compréhension de comment le cerveau encode précisément tel ou tel type de sens, le son, l'image. Et si on comprend parfaitement comment on encode le son et l'image, on peut aussi se dire qu'à un moment donné, on va pouvoir stimuler le cerveau plus précisément pour générer des images et des sons directement dans le cerveau. Alors soit avec des puces, hein, c'est le fameux, voilà, c'est invasif, donc c'est un peu compliqué, soit avec d'autres méthodes après, pour générer des fausses images ou des images voilà, ou des... Voilà, on peut imaginer hein, tout ce qui est, vous savez, hein, les fameux le Sword Art Online et compagnie, c'est-à-dire des jeux vidéo où en fait on va carrément stimuler le cerveau directement, plutôt que de passer par un écran, etc. Donc évidemment, après c'est là on est dans du fantasme, mais le truc de base il est hyper intéressant. Et effectivement chez les aveugles on a déjà eu des tests comme ça, de retransmettre des simulations de caméra en fait à des plaques d'électrodes qu'on fout dans le cerveau directement de personnes aveugles, et elles arrivent à voir où sont la résolution encore dégueulasse, je crois que c'est l'ordre de quelques centaines de pixels sur quelques centaines de pixels, mais elles arrivent à voir, enfin on voit des images quoi. Donc très très basse résolution, très dégueu, parce qu'en fait il n'y a pas assez de moyens sur cette recherche là, parce que voilà, c'est pas très... c'est pour des personnes aveugles, il faut aussi trouver les patients qui veulent bien. Enfin, bref, c'est tout un... Parce que c'est quand même de l'invasif. Hein. Vous mettez des plaques d'électrodes dans le cerveau directement. Tout ce que ça peut impliquer comme risque. Donc voilà. Bref, donc c'est hyper intéressant comme... on s'éloigne de la psychologie positive bien sûr, mais c'est hyper intéressant dans la compréhension du fonctionnement du cerveau
moi je trouve, de voir ce genre de progression, quoi. Voilà, donc ça on en a parlé. Je vois s'il y a des choses intéressantes que je vous ai pas encore dites. Ok. Voilà, l'idée après aussi c'est de pouvoir le faire avec le discours et de réussir à transformer des pensées où les gens vont se concentrer dans... Voilà, ils disent, au lieu de parler à haute voix, ils parlent dans leur tête. Notamment les gens qui peuvent plus s'exprimer parce qu'ils ont eu des lésions cérébrales, parce qu'ils sont, vous savez, ils ont une maladie dégénérative, etc., comme Stephen Hawking. Sauf que lui, il tapait en fait. Sur un clavier, il avait une voix robotique. Là, on pourrait avoir une voix beaucoup moins robotique et puis et directement, en fait, spontanément lue avec quelque chose qu'on mettrait à la surface du cuir chevelu, du crâne, si on arrive à progresser suffisamment dans le truc, pour que les personnes puissent s'exprimer comme ça en pensant leurs phrases directement. Donc ça serait hyper intéressant parce que pour l'instant, le problème, c'est ce qu'il raconte aussi, c'est qu'on arrive avec un électroencéphalogramme, c'est-à-dire vous avez des électrodes sur votre crâne directement, à n'importe qui. Vous pensez très fort à une lettre, on arrive à reconstituer ça, mais on passe à peu près 20, enfin il faut 20 secondes par lettre. C'est-à-dire qu'il faut 20 secondes en pensant à la lettre pour que le système arrive à la déchiffrer et à l'encoder. Donc quand vous voulez faire une phrase, c'est ultra long. C'est catastrophique. C'est pour ça que les systèmes qui existent avec les personnes qui ont un lock-in syndrome, donc qui peuvent plus bouger, etc., plus s'exprimer, mais qui ont encore les mouvements des yeux, vont plutôt être basés sur le regard. On va regarder où la personne regarde pour faire une phrase et on va se baser là-dessus parce que ça va beaucoup plus vite. Donc pour l'instant, on en est encore très très loin. Non seulement du déchiffrement du langage directement dans le cerveau, encore plus du déchiffrement du langage à la surface du crâne. Donc on n'y est pas, mais vu les progrès d'intelligence artificielle, vu les progrès qui ont été faits, qui sont exponentiels ces dernières années sur la lecture d'images, sur la lecture de sons directement depuis le cerveau, on peut se dire qu'il y a de belles possibilités qui s'offrent à nous dans les années à venir. Donc moi je trouve ça hyper intéressant. Bien, on va passer au dernier article. Je vais remettre un petit peu de musique. On va faire ça bien. On va se remettre un peu de musique, un petit peu de lofi pour finir cette revue de psychologie positive. Tac, c'est parti. Si j'y arrive, et on va passer au dernier article sur la solitude. La solitude, alors qu'est-ce que ça donne, ce sujet-là? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, peut-être pas, mais enfin, vous vous êtes sans doute déjà senti seul dans votre vie à un moment donné. Et parfois, quand on se sent seul, la dernière chose dont on a envie, alors c'est un peu paradoxal, mais c'est de passer du temps avec d'autres personnes. On a envie de passer du temps avec des gens, on a envie de passer du temps avec des personnes potentiellement. On aurait envie de situations sociales agréables, sympas, marrantes, où on est compris, etc. Mais en même temps, on n'a pas forcément envie de passer du temps avec des gens qui sont déjà dans notre environnement, qui ne comprennent pas forcément, etc. Donc en fait, il y a l'idée de passer du temps avec les gens, et puis il y a la réalité de passer du temps avec des gens qui sont des choses très différentes. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article? Donc c'est un article qui résume cet article de recherche-là. Donc seul dans la foule, est-ce que le contact social associé avec moins de douleurs psychologiques liées à la solitude, enfin est-ce que, pardon, je fais de la traduction mot à mot, ça va pas. Est-ce que le contact social est associé avec moins de douleurs psychologiques liées à la solitude dans la vie de tous les jours? En gros, est-ce que passer du temps avec les gens, quand on se sent seul, ça réduit la souffrance psychologique?
Donc étude publiée là en 2023. Alors, de manière contre-intuitive, cette étude elle montre que si on se sent seul, passer du temps avec les autres, c'est pas forcément quelque chose qui va nous aider à nous sentir mieux. Donc il y a eu trois recherches publiées, compilées dans cette étude, sur 3000 personnes en Allemagne et au Royaume-Uni. Et donc les personnes devaient relater, faire état de leurs expériences quotidiennes. Donc il y a une étude où on leur demandait ce qui s'était passé le jour d'avant, et dans les autres études, les gens avaient donc une notification sur smartphone, une petite application, et à chaque fois qu'ils avaient un ping, une notification sur leur smartphone, il fallait qu'ils notent, qu'ils répondent à des mini-questionnaires. Ils en avaient 7 par jour, sur ce qu'ils faisaient et comment ils se sentaient dans l'heure qui venait de s'écouler. Et les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé que les personnes qui se sentaient plus seules, ou les plus seules, avaient un bien-être moins important au moment où on leur posait la question. Jusque-là, pas de surprise. Quand vous vous sentez seul, vous souffrez de solitude, on vous pose la question « Est-ce que vous vous sentez bien ?» Si je simplifie, vous allez répondre non. Et si vous ne vous sentez pas seul et qu'on vous pose la question « Est-ce que vous vous sentez bien ?» vous allez répondre plus vers le oui que vers le non. Sur une échelle de 1 à 10, vous allez être plus proche entre 5 et 10, alors que les gens qui sont plus qui éprouvent de la solitude vont plutôt être entre 1 et 5. Bon, ça n'a pas de surprise. Mais c'était encore plus marqué pour les personnes qui étaient dans des situations sociales. Donc vous avez un ping. Vous avez des questionnaires, vous dites moi je me sens seul dans la vie en général. Et quand vous vous sentez seul dans la vie et qu'on vous ping et qu'on vous demande qu'est-ce que vous faisiez l'heure précédente, est-ce que vous vous sentez bien et que vous êtes dans l'heure précédente, vous êtes en situation sociale, c'est-à-dire en interaction avec des gens, eh bien vous allez vous sentir plus mal si vous souffrez de solitude que si vous étiez seul dans votre coin en interaction avec personne. Donc passer du temps avec les autres quand on se sent seul, c'est pas forcément quelque chose toujours de constructif et de positif. Alors pour relativiser un petit peu, qu'est-ce qu'on a en termes de répartition des résultats ? En général, quand on passe du temps avec des gens, on se sent mieux. Ça, c'est le tout venant, la moyenne. Si on prend toute la population, on a une tendance comme ça. Quand on passe du temps avec les gens, on a tendance à se sentir mieux que quand on n'est pas avec des gens. Bon, en général. Après, encore une fois, il y a des situations où on est tout seul et on s'éclate. Il n'y a pas de problème. Mais la tendance générale, ça va être ça. Mais ensuite, pour les gens qui se sentaient très seuls, eh bien, soit ils se sentaient pareil, donc aussi mal, en étant avec des gens qu'en étant tout seul, soit c'était pire, ils se sentaient encore plus mal en étant avec d'autres personnes. Donc si vous vous sentez très seul, ça veut pas dire que si vous vous sentez très seul, c'est bon, isolez-vous, allez vivre dans une montagne et puis en ermite et puis c'est terminé. Mais en tout cas, c'est pas aussi simple que c'est bon, t'as qu'à sortir, va voir, on t'invite boire un coup, vas-y, parce que ça t'ira mieux. C'est pas aussi simple que ça. Déjà, donc, ce que nous dit l'étude, c'est que, et les chercheurs qui ont publié l'étude, c'est que les personnes qui se sentent seules ont plus envie d'être tout seules, et plus elles font l'expérience, et plus elles veulent être seules, plus elles se sentent mal. Donc il y a une espèce de boucle, plus elles se sentent mal, et notamment quand elles sont en situation sociale. C'est-à-dire, vous vous sentez pas bien, du coup vous avez envie d'être dans votre coin. Et donc plus vous vous sentez mal et que vous avez envie d'être dans votre coin, plus les situations sociales vont avoir un impact négatif sur votre humeur et vos émotions. Et les gens qui se sentent le plus seuls ont plus d'interactions sociales négatives. Vous vous sentez très seul, quand vous êtes en interaction sociale, en fait ça se passe pas bien. En tout cas plus fréquemment que pour quelqu'un qui se sent pas seul. Donc la solitude, donc ça c'est toujours les études, les chercheurs de l'étude qui nous disent ça, la solitude prédispose les gens à aborder les situations sociales, avec cynisme, avec méfiance et avec un présupposé qu'on va les rejeter.
Et donc le fait et donc on va les rejeter et qu'on va les trahir. Et donc tout ça va avoir un impact négatif sur leurs émotions et sur les personnes qui sont en face d'elles dans les interactions. Vous vous sentez pas bien, vous sentez vraiment seul, etc. Du coup, vous êtes obligé d'être en interaction sociale à un moment donné, parce que vous n'avez pas envie, mais vous y êtes quand même, parce que parfois vous n'avez pas le choix. Eh bien, ou parce que vous dites, allez, ça va me changer, mais voilà. Eh bien, vous allez aborder les situations avec plus de cynisme, de méfiance. Vous allez penser qu'on va vous rejeter, qu'on va vous trahir, etc. Donc, vous êtes dans une attitude, ça transpire dans les comportements, dans les expressions et tout ça, qui de fait va être un peu une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que les gens vont se comporter de manière plus méfiante, moins sympa avec vous, la plupart des gens en tout cas, parce que du coup vous transmettez ça. Donc, la solitude, elle rend difficile la connexion aux autres. Et avoir à interagir socialement sans avoir l'impression de se connecter aux autres, ça peut être épuisant en fait. Ça peut manquer de sens et ça peut donc attaquer le bien-être. Donc en gros, c'est un arbitrage. Alors, c'est pas aussi simple non plus de dire t'as qu'à aller voir des gens, t'iras mieux. Et c'est pas du coup, quand on sait ça, c'est pas non plus simple de dire t'as qu'à aller voir des gens en supposant que ça va bien se passer, en étant un peu plus sympa et ça va se passer mieux. Parce que quand on est dans une boucle, soit de dépression, d'isolement social, etc., on n'a pas forcément. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de vouloir pour avoir un déclic, quoi. Donc dans l'étude, donc ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est que toutes les interactions sociales se valent pas. Ça veut pas dire qu'il faut jamais interagir socialement et que ce que je disais tout à l'heure, du coup, let's go, c'est perdu, tant pis, bonne fin de vie, au revoir, quoi. Parce qu'en fait, dans les interactions sociales qui ont été incluses dans l'étude, on avait des conversations avec un ami, le fait même d'aller faire les courses euh, au supermarché ou à l'épicerie, et donc il est possible que certaines interactions sociales soient utiles quand on se sent seul, et que d'autres ne le soient pas. Par exemple, on peut supposer que le fait d'être dans un grand groupe où vous ne connaissez pas grand monde, quand vous vous sentez seul, il y a peu de chances que ça soit très constructif, à moins d'avoir du bol et de tomber sur quelqu'un, une rencontre avec une personne avec laquelle vous connectez vachement bien et vous avez des points communs et qui vient vers vous, etc. Mais bon, c'est moins simple. Si vous êtes dans une interaction sociale où vous avez quelqu'un de proche qui peut vous aider et qui peut vous soutenir, c'est plus intéressant. Si vous allez faire des courses, ça vous fait sortir de chez vous, peut-être ça peut être bien, mais après, d'un point de vue interaction sociale, ça peut ne pas forcément être constructif, utile, voilà, positif. Pardon, un peu fatigué ce matin. Donc la recherche sur la solitude aussi, elle montre que le fait d'être seul, ça peut être fonctionnel, ça peut avoir un intérêt. En fait, il y a aussi une chose à savoir, c'est que être seul, ça peut aider à traiter des émotions, traiter des problèmes, à réguler ses émotions, à faire en sorte de gérer de manière un peu privée, de son côté, des moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être seul pour les traiter, ces moments difficiles, c'est bien d'avoir des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider d'ailleurs, je ne m'inclus pas dedans, mais sans aller jusqu'à des phases plus compliquées, d'une manière générale, le fait d'être seul, ça permet aussi de se réguler. Je suis en train de préparer un article sur la dimension de la personnalité du Big Five, qui est le côté introversion, extraversion. Et bien, aussi, les personnes qui ont plutôt tendance à l'introversion ont besoin aussi d'être un peu plus seules, justement pour réguler, pour se ressourcer, pardon, pour réguler leurs émotions, etc. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi en fonction de votre personnalité, au-delà du fait de se sentir seul dans la vie en général, il peut y avoir ce besoin aussi important de se réguler en privé, en fait. Donc, en ça, la solitude, des situations de solitude, dans le sens de être seul, ça peut avoir un intérêt aussi constructif et important dans la construction de soi, dans la régulation de soi, dans la régulation de ses interactions avec les autres.
Voilà, donc, et la recherche sur la solitude montre ça, hein, que ça peut être aussi constructif. Donc, l'étude en question là, dont on parle ici, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle montre que ce que redisent les auteurs là, hein, enfin l'autrice là, c'est que la solitude, c'est plus complexe, encore une fois, que un simple truc, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas blanc ou noir. C'est un état d'esprit plutôt que quelque chose qui indique le nombre de connexions sociales, d'amis, de connaissances qu'on a, en fait. Et ce qui peut provoquer un besoin de s'isoler, et ce qui peut provoquer le sentiment de solitude, le fait de se sentir seul, ça peut changer aussi au cours de la vie. Et c'est pas aussi simple que de ce que je disais tout à l'heure, de sortir de la maison, quoi. C'est sors de chez toi, ça ira mieux, etc. Voilà. Et dans une revue d'études qui a été faite assez récemment, mais un peu plus ancienne, je crois. Ouais, 2010. Ça commence à remonter quand même un peu. Euh, c'est pas tellement la solitude qu'il faut apprendre à gérer directement, c'est les pensées négatives. Comme le fait de s'accuser quand on se sent pas bien, se culpabiliser quand on se sent pas bien, ou penser que personne ne veut être notre ami et qu'on n'a aucune valeur. Et en fait, c'est plus l'idée de la confiance en soi, de l'estime de soi qu'il faut travailler quand on souffre de solitude, que de travailler juste sur sors de chez toi, va voir des gens, va parler à des gens. Parce qu'en fait, c'est des réponses très très générales à un état qui en fait a plein de complexités et de couches en dessous entre votre tendance, voilà, votre personnalité, est-ce que vous êtes plutôt introverti, plutôt extraverti, vos expériences personnelles, votre niveau de confiance en vous, d'estime de vous, votre manière de vous autoréguler au niveau des pensées négatives, d'être dans le contrôle des pensées négatives, d'être dans le contrôle en général, de faire trop de self-control, de ne pas être assez dans l'instant. En fait, il y a plein de couches de dimensions psychologiques qui jouent sur la solitude, qui expliquent le sentiment de solitude, qui peuvent aussi être l'origine des comportements d'isolement. Et tout ça, en fait, il faut prendre le temps de le regarder, parce que la solitude, le fait de passer du temps seul, c'est pas forcément négatif. Il y a des gens qui le vivent très bien. Il y a des gens qui ont très bien vécu le Covid. Euh, moi, perso, ça m'a pas trop dérangé de passer du temps seul pendant le Covid, hein. Voilà. Alors après, quand on a un appart qui permet et qu'on est bien chez soi et tout ça, hein, qu'on est dans un certain confort, mais des gens, ça ne dérange pas du tout. Et des gens, ça a été horrible. Donc on n'est pas non plus tous égaux face à la solitude, face à l'isolement, face aux relations aux autres, etc. etc. D'où est-ce qu'on tire sa confiance en soi, d'où est-ce qu'on tire ses émotions positives principalement, euh, d'où est-ce qu'on tire son équilibre. Tout ça, en fait, ça va jouer aussi. Donc c'est pas aussi simple que ça, et il suffit pas de passer du temps avec des gens pour se sentir moins seul. Se sentir seul au milieu de la foule, hein, c'est quelque chose, voilà, c'est une expression assez courante, assez connue, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver ici. Bien, voilà pour les 4 articles dont je voulais parler ce matin. Euh, il est 10h, j'ai un rendez-vous dans pas trop longtemps, donc je vais m'arrêter là pour ce matin. On a fait une petite heure de stream, c'était pas mal. Moi je vous dis du coup au plus tard à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine on va retrouver une InfoQuest, une session InfoQuest. J'ai pas encore tout à fait arrêté le sujet, mais ça devrait être arrêté dans le week-end. Donc la semaine prochaine, je reprends le taf aussi, donc ça sera après le taf, probablement plutôt 17h30, 18h, l'InfoQuest, un mardi ou un mercredi, on va voir ça. On se retrouve pour la revue de psychologie positive, alors plutôt la semaine prochaine, puisque, encore une fois, je reprends le taf, donc ce sera plutôt le matin, mais toujours le jeudi matin. Et puis peut-être ce week-end, je ferai une petite session live sauvage quand je ferai. J'ai des schémas à faire pour se réaliser, un peu de création graphique là, pour le blog. Donc je vais peut-être en profiter pour streamer un peu tranquillou en même temps. Donc voilà, on se retrouvera peut-être ce week-end. Mais la semaine prochaine, on va essayer de tenir le rythme à partir de fin août là. 2 lives par semaine la plupart du temps. Un live InfoQuest
où on découvre un sujet ensemble, on prend des notes, on crée un quiz, on fait une mind map et on essaie d'apprendre sur un sujet donné. Et le jeudi matin, revue de psychologie positive, comme aujourd'hui. Et on continue comme ça, avec en plus peut-être d'autres lives un peu sauvages à droite à gauche, jeux vidéo, création de graphiques, travail sur se réaliser. Il y a d'autres formats aussi que j'en ai tuyaux, mais on verra plus tard. Voilà. Si vous voulez retrouver ça, tous les lives, ils sont mis sur la chaîne YouTube Bastou. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres lives sur la chaîne. Bonne journée à tous. Ciao.